Monsieur Goldberg, bonjour. Daniel Goldberg, donc je l'ai dit, président de l'URIOPS de l'Île-de-France, vous êtes également ancien député. Et on va parler avec vous alors d'un concept un peu nouveau, une formule assez récente, elle date de 2019, le pacte du pouvoir de vivre. On va le décliner avec vous. C'est une proposition, ce sont des propositions qui sont faites auxquelles adhère le secteur de l'habitat. Et on va voir dans quelles conditions. Juste un mot pour rappeler, l'URIOPS c'est une union régionale, mais l'UNIOPS, qui est peut-être très bien connue d'ailleurs de tous ceux qui vous suivent et qui nous écoutent en ce moment, Union interfédérale des œuvres des organismes privés non lucratifs, évidemment à but sanitaire, sociaux, avec beaucoup d'associations engagées près des personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. J'ai tout dit ? À peu près. Voilà. Uniquement des associations, et donc au niveau francilien, il y a la déclinaison locale, avec environ 450 associations qui sont adhérentes, qui œuvrent auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, la lutte contre l'exclusion, les mineurs à protéger et pour la santé. Alors, on va voir comment vous êtes engagé avec enthousiasme dans cette affaire du pacte du pouvoir de vivre. Simplement, historiquement, je l'ai dit, ça date de juin 2019, initiative de Nicolas Hulot, président de la FNH, Fondation pour la Nature et l'Environnement, Fondation Nicolas Hulot aussi, et de Laurent Berger, le syndicaliste, avec des objectifs. Je les résume, mais on va y rentrer. Vous nous direz surtout pourquoi c'est si important pour vous. D'ailleurs, ils ne sont pas tout seuls. Il y a plusieurs organisations, je crois près d'une vingtaine. Dont l'UNIOPS au départ. Dont l'UNIOPS, qui ont décidé donc de s'unir pour porter ensemble, je cite, la convergence de l'écologie et du social. Avec une phrase, j'ai entendu Nicolas Hulot la dire publiquement, ou Laurent Berger. Il n'y a pas d'un côté la question de la fin du monde et de l'autre celle de la fin du mois. C'est clair ? Exactement. Alors, au départ, 17 organisations de champs variés, donc des organisations syndicales, des associations qui œuvrent dans le champ environnemental, des associations qui œuvrent dans l'action sociale, comme l'UNIOPS, mais aussi par exemple la Fondation Abbé Pierre, ou d'autres, 17 au départ, et nous sommes aujourd'hui 66. Dont plusieurs organisations issues du logement social, l'USH elle-même, la Fédération des COP, la Fédération des offices par exemple, qui font partie de celles et ceux qui participent aujourd'hui à ce qu'est le pacte du pouvoir de vivre. Et donc, comme vous venez de le dire très bien, donc je ne fais faire que le répéter, fin du mois, fin du monde, mais aussi fin démocratique, mais là, FIM, l'envie de participer, sont trois objectifs finalement communs qu'on ne peut pas séparer. C'est-à-dire mettre le citoyen devant, mettre le citoyen devant, et puis qu'il soit partie prenante. En tout cas, lui donner toute sa place. Voilà, qu'il soit partie prenante des décisions qui le concernent et qu'il puisse reprendre comme ça le contrôle de sa vie et aussi de la destinée du pays. Oui, ce pouvoir de vivre, vous croyez qu'on comprend bien ce que ça veut dire ? Mais ça se décline. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire d'ici la fin du mois d'octobre avec les organisations qui en sont membres pour peser dans les échéances nationales qui viennent en avançant un certain nombre de propositions. Comme vous l'avez dit, le pacte, initialement, c'est un document, 66 propositions qui ont été émises en 2019. Il s'agissait un peu de les revoir, de les mettre au goût du jour, d'en voir de nouvelles. Et donc là, nous allons les décliner dans les mois à venir, aussi pour peser dans le débat en disant que nous n'aurons pas de candidat. Il n'y aura pas de candidat ou de candidate estampillé pacte du pouvoir de vivre. Notre candidat ou notre candidate, ça sera le pacte. D'accord. Oui. Non, juste sur ces propositions, on va évidemment parler avec vous, celles que vous retenez, j'imagine, pour le logement social. Parmi les 66, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a tous les volets qui touchent à la préservation de l'environnement par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, bien entendu. Il y a des sujets qui touchent le secteur social, médico-social et sanitaire, pour ce qui concerne l'attractivité des métiers, les besoins de notre société en vieillissement, où toute personne a le droit d'être accompagnée dans les conditions qu'elle le souhaite. Il y a des propositions sur l'éducation populaire, par exemple, puisqu'il y a des grands mouvements d'éducation populaire qui font partie du pacte. Et puis, par exemple, aussi sur la question des migrants, aussi, puisque nous avons aussi des associations particulièrement engagées. Ce qui est intéressant avec le pacte, et c'est l'intérêt personnel que j'y trouve, moi qui ne suis pas issu du mouvement de protection ou de défense de l'environnement ou de changement de modèle de ce point de vue-là, au départ, c'est que l'on puisse porter... C'était pas non plus votre couleur politique au départ, l'écologie, mais enfin, vous n'êtes pas loin.
voilà, je ne vais pas très loin, on va dire, mais c'est surtout de se dire, quel que soit notre point de départ, que l'on arrive à porter ensemble des revendications, leur donne à chacune d'entre elles plus de force. Que ce soit des organisations du champ social qui portent des revendications environnementales, ça leur donne plus de force à ces revendications-là, et bien sûr dans l'autre sens aussi. Quel est le calendrier là maintenant de ce pacte du pouvoir de vivre, la suite dans le contexte de l'élection que nous vivons? La suite, c'est fin octobre, début novembre, essayer de peser comme nous le pouvons dans le débat. Donc c'est le pacte au niveau national. Pour la campagne présidentielle. Pour la campagne présidentielle et aussi sans doute pour celles qui suivent juste après les élections législatives. Pourquoi ? Parce que depuis 2019, le pacte, ce sont aussi, à peu près 25 à 30 groupes locaux dans les grandes métropoles en région qui déclinent finalement les organisations nationales. Nous avons un pacte du pouvoir de vivre Île-de-France, par exemple, dont je fais partie en tant que président de l'URIOPS, Île-de-France, et comme ça aussi peser dans le débat local avec les acteurs locaux. Et c'est ça qui est important. D'accord. Alors, question maintenant plus directe sur ce qui nous concerne ici en matière de logement et même de logement social. La mixité sociale est un des indicateurs important. Mais pour l'USH, j'allais dire comme tous ceux qui s'intéressent et se passionnent sur le logement comme moi depuis longtemps, on sait très bien que le logement, c'est une chaîne continue, donc dont le logement social est une partie, et quand on affaiblit le logement social, on affaiblit l'ensemble. Que souhaitent les Françaises et les Français aujourd'hui ? Ils souhaitent un logement digne, abordable et confortable du point de vue énergétique notamment. Et pour beaucoup de citoyens de notre pays, ils ont un logement précaire, un logement cher et un logement rare par rapport à leurs besoins et leur capacité de payer. Et donc les propositions que nous mettons en avant, elles sont de ce point de vue-là, notamment bien sûr pour celles et ceux qui sont sans domicile ou dans extrême précarité du point de vue de leur logement. Vous savez, il y avait une proposition qui s'appelait le logement d'abord. Donc là, l'idée, c'est que ça n'a pas été assez loin et qu'il faudrait le renforcer. Et puis, bien sûr, pour le logement social, mais peut-être me questionnerez-vous plus précisément sur le sujet, il y a bien sûr revenir sur un certain nombre de décisions qui ont été prises depuis 2017. Décisions politiques en 2017, vous pensez à la réduction des loyers, une solidarité, voilà, le RLS, les questions liées à la TVA, par exemple, la réduction de TVA ou les TVA à taux réduit qui ne touchent pas l'ensemble des opérations de logement social et finalement... Qui vous viennent compromettre ce fameux pouvoir de vivre. Bien sûr, et qui fragilise le modèle économique du logement social. Or, le logement social, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à celles et ceux qui attaquent le logement social habituellement, n'ont pas compris cette question de chaîne dont je parlais tout à l'heure. Fragiliser le logement social dans une situation où beaucoup de Françaises et beaucoup de Français ont des difficultés à se loger, c'est fragiliser l'ensemble, même celles et ceux qui ne souhaitent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas habiter dans un logement social. Alors 2021, donc il y a quelques mois de cette prochaine élection présidentielle, pour vous, Daniel Goldberg, l'obligation par exemple de rénovation énergétique, qui fait partie des 66 propositions, est une priorité là, en termes de logement social. Nous allons la préciser. C'est celle que vous portez, vous ? Bien sûr, nous allons les préciser avec aussi d'autres propositions qui concernent le logement, locatif privé, par exemple, tout ce qui est, par exemple, encadrement des loyers, généralisation de l'encadrement des loyers, mais aussi une garantie universelle des loyers. Avec Visal, on a été qu'à un certain point par rapport à ça. Mais bien sûr, il y a toute la question des passoires énergétiques, de la précarité énergétique de nombre de nos citoyens, et en plus qui touche une partie bien particulière de la population, c'est-à-dire ceux qui souffrent plus de la précarité énergétique sont celles et ceux de nos concitoyens qui sont le moins bien lotis du point de vue de leurs ressources. Et donc, évidemment, il faut qu'on passe à une forme de massification de la rénovation et une rénovation utile, c'est-à-dire qui prenne en compte l'ensemble du bâti de la personne. Et pour les personnes qui ne peuvent pas avancer l'argent pour rénover, que ça soit d'un coût neutre pour elles. Je précise que dans les 66 propositions, le pacte demande une obligation de rénovation énergétique très directement adressée au pouvoir public. Et vous voyez là-dessus, c'était vraiment un point de rencontre évident entre les associations de défense de l'environnement, la FNE, la FNH que vous avez cité, le Rassemblement Action Climat d'un côté, celles et ceux qui agissent du côté social, Fondation Abbé Pierre ou l'UNIOPS par exemple de l'autre, et puis bien sûr les fédérations de l'USH et l'USH elle-même qui font partie du pacte. C'était bien sûr un point de rencontre évident pour nous, cette question de la rénovation.
Précise en conclusion Daniel Goldberg que ce pacte donc du pouvoir de vivre, signé et pour laquelle l'USH est tout à fait partie prenante, a été adressé très directement par lettre au président de la République. Oui, il y a quelques temps. Pas vraiment. Pas encore. Pas vraiment, non, puisque ça fait quelques temps. Je pense que la Poste fonctionne plutôt bien, donc pas vraiment. Il y a eu quelques rencontres, mais disons que par rapport à ce que nous réclamions la constitution de pacte, elle est complètement la suite du mouvement des Gilets jaunes. On s'est dit, en tant qu'organisation, société civile organisée, comme l'on dit, qu'est-ce que l'on peut faire? Et donc, on s'est dit, avançons ensemble. Et là, ce qui nous attend en 2022, c'est de savoir collectivement la réponse que nous ferons à toutes celles et tous ceux qui veulent mieux vivre, qui veulent avoir le pouvoir de vivre. Eh bien, merci infiniment. Je crois que c'est très clair. Merci Daniel Goldberg. Merci.